de me le répéter. Sans moi, tu ne peux pas vivre. Tout était humiliant, tout était dégradant. Tu es une incapable, tu as un cerveau, fais-le fonctionner, tu es nulle. C'est des mots qui blessent. Tu es de la racaille, tu es folle. Il faut que tu ailles voir un médecin, tu es dangereuse, C'est vrai que ça fout un coup au moral parce qu'après on se dit... donc même l'amour n'est pas authentique. J'aurais jamais pensé que le huis clos pouvait devenir comme une prison et même un cercueil. Rodez, fin septembre. Cette jeune femme qui dissimule son visage derrière ses lunettes noires vient de raconter son histoire dans un livre. Elle dénonce comment, selon elle, son ex-conjoint a fait d'elle un objet sans qu'elle ne s'en rende compte. Comment elle s'est sentie après coup manipulée, sous emprise. Je ne vois, je ne pense et n'agis qu'en fonction de lui. Son histoire, elle ne l'a pas écrite sous son vrai nom. Pour moi, c'est extrêmement difficile parce que je dois dépasser ma honte, dépasser cette culpabilité qui m'habite, c'est dépasser le qu'en dira-t-on et oser montrer qui je suis réellement. Aujourd'hui, elle a décidé de ne plus se cacher. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de transmettre, de dire ce que j'ai vécu et de dire à toutes ces femmes et tous ces hommes victimes de manipulation d'oser parler, oser. Oh, elle me connaît sous le nom de Mathilde. Bonjour Mathilde. Tu vas bien? Ben ça va et toi? Merci, ça va bien. Bonjour. Bonjour Wendy. Comment vas-tu? Ça va bien. C'est bien d'être là, d'oser en parler. C'est très courageux de ta part. Alors aujourd'hui, pour moi, c'est un grand jour parce que je franchis un cap. Comme vous, il y a quelques années, j'étais comme vous, assise au même endroit, entourée de jeunes femmes, comme vous. Comme vous, j'avais peur. Comme vous, j'avais honte. Comme vous, je me sentais coupable. Et puis, j'ai éprouvé le besoin d'écrire. Écrire pour me libérer. Ça a été un long travail thérapeutique. Donc j'ai écrit un livre. Je l'ai écrit sous le nom de Mathilde Cartel. Mais aujourd'hui, je ne suis pas Mathilde. Je suis Marie. J'ose me dévoiler et témoigner à visage découvert parce que je n'ai plus honte et j'ai envie de parler. La parole libère, la parole est nécessaire. Donc, voilà, je suis Marie aujourd'hui. Voilà. Ça a commencé rapidement après votre rencontre avec votre ex-mari? Il faut dire que je ne suis pas tombée amoureuse rapidement. Je sentais déjà quelque chose qui clochait, quelque chose qui ne me plaisait pas. Mais bon, c'est quelqu'un de très intelligent, très cultivé, qui rebondit sur tout, qui a des idées sur tout. Et moi, je me sens si faible, si fragile à côté. J'ai un tel manque de confiance en moi. Je ne m'aime pas, j'ai pas d'estime pour moi. Il me donnait un rôle qui me remplissait, un rôle qui me faisait exister. Et je suis tombée sous le charme, en fait. J'avais l'impression d'être utile. J'étais la femme la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée. La plus belle, la plus gentille, la plus intelligente. Au début, tout est beau, tout est rose. Et puis, peu à peu, il m'a mis sous son contrôle, sous l'emprise. On ne s'en rend pas compte. C'est très souterrain, on ne le voit pas venir. Frédéric non plus n'a rien vu venir. Depuis son divorce, cet ingénieur de 38 ans cherche à comprendre ce qui lui est arrivé. Ses proches lui ont parlé d'emprise, de manipulation, des mots qui lui échappent. Est-elle vraiment concernée? Frédéric doute. Aujourd'hui, à Nantes, elle vient chercher des explications auprès de Katia, sa psychologue. Je suis contente de te voir. Moi aussi, ça me fait du bien de te voir. Bien. Je vois pas en quoi j'ai été manipulée. J'arrive pas. Alors, il y a des choses que je trouvais gênantes, mais je vois pas
J'arrive pas à voir où j'ai été manipulée. Comment il a fait? Tu comprends pas le processus de manipulation. Non. Avec ton mari, tu considères la relation que vous aviez. Comment est-ce que tu pourrais la décrire? Au début, j'étais complètement en admiration devant lui. Qu'est-ce qui a suscité ton admiration? En fait, on était dans la même école d'ingénieur et il était super doué. Je le trouvais super doué, il n'avait rien à faire, un claquement de doigts, paf, il trouvait tous les résultats. Il était super fort, quoi. Alors que moi, je travaillais comme un âne pour arriver au même résultat et je me disais, oh, qu'est-ce qu'il est doué. C'était vraiment le gars vraiment gentil et très flatteur. Et qu'est-ce qui tout doucement s'est mis à changer? Quand je rentrais chez moi, surtout sur les dernières années, c'était des critiques constantes. C'était, j'étais pas rentrée assez tôt, j'étais pas rentrée pile poil à l'heure qu'il avait prévu ou que j'avais dit que je rentrerais. C'était le repas était comme ci, comme ça, pas fait ou bien pas bon. Les enfants, je m'occupais jamais bien des enfants. Au début c'est pas grave, et puis après il y a encore autre chose et puis c'est pas grave. Et à la fin, il y avait tellement de choses qui pour moi étaient pas graves, mais ça faisait tellement gros que c'était insupportable. Par exemple, les bouchons des gels douche tout dans la salle de bain, ils supportaient pas que ce soit ouvert. Il dit, tu vois pas quelque chose de pas normal? Je dis, ben non, regarde, c'est pas fermé. Chaque fois, je me disais, bon, attention, alors là, il faut que je fasse attention au truc de gel douche, puis là, il faut que je fasse attention à ce qu'il y a dans mon frigo, puis il faut que je fasse attention aux dates des yaourts, et je me pourrissais la vie, mais c'était horrible, quoi. Je rêvais d'une chose, c'était d'avoir la paix, et du coup, j'aurais fait n'importe quoi pour avoir la paix. C'est-à-dire que pour être tranquille par rapport au quotidien, mais tu cédais à tout ce qu'il te demandait. Alors la question que tu posais au départ par rapport à la manipulation, c'est quand à un moment donné, tu n'es plus une personne, tu es l'objet d'une personne. C'est-à-dire que tu peux devenir corvéable à merci. Je peux faire de toi ce que je veux. Je veux que tu rebouches les bouchons, je vais tout faire pour que tu rebouches les bouchons, même si je dois être absolument odieux, insupportable, te faire souffrir, te faire du mal, te harceler, parce que je te le répète, la litanie, tout le temps. Le travail de ça, il fonctionne que si c'est au quotidien. Il voulait absolument que ce soit moi qui décide de divorcer. Il voulait absolument que je dise très bien on divorce. Donc j'ai fini par le dire parce que la vie était intenable. Alors que c'est lui qui est parti. Alors que c'est lui qui voulait partir. Dans un premier temps, il est resté dans la chambre. Et moi, je me disais, mais il faut qu'il sorte de cette chambre. Je trouve ça, c'est horrible qu'il reste là. Il faut qu'il en sorte, il faut que ce soit lui qui prenne la décision d'en sortir. C'est le moindre de respect pour moi. Et il l'a jamais fait. On t'a infligé au quotidien encore l'obligation que tu es de le subir et de le supporter, alors qu'il venait de te dire « séparons-nous, je m'en vais ». Tout était humiliant, tout était dégradant, ça ne le dérangeait pas de se balader tout nu, quoi. C'était des trucs, mais... Jusqu'au bout, il te torture, jusque dans cette chambre où il ne prend pas la décision de partir tout seul, alors pour assumer son acte. Et ça, c'est typique de la manipulation, du manipulateur, c'est qu'il ne prend jamais la responsabilité de ses actes. Jamais. La manipulation au sein du couple, c'est la spécialité d'Isabelle Nazaraga. Comment je peux me laisser manipuler comme ça pendant des années, me laisser exploiter, même escroquer, diraient certains. Dans ses séminaires, cette comportementaliste explique les failles dans lesquelles ce processus s'installe sournoisement. Il y a des failles que nous avons tous. Et en fait, elles ne doivent pas être des failles si on tombe sur des gens normaux. L'ignorance est la première de ces failles. Pourquoi on est longtemps avec un manipulateur? C'est le fait qu'on ne sache même pas que ça existe. Einstein pourrait se faire manipuler. Donc c'est pas lié à votre intelligence. La spécialiste pointe aussi la culpabilité. Si vous-même, vous pensez trop que vous êtes responsable des choses qui ne vont pas dans votre vie, ça s'appelle la culpabilité, eh bien, un manipulateur va utiliser très facilement cette propension. La honte est encore une autre faille. Qu'est-ce qui fait que je peux rester longtemps avec un manipulateur? La honte. Moi, je détecte deux hontes chez les victimes. C'est la honte d'être soi-même, donc l'estime de soi très basse, à la base, avant même de rencontrer une manipulatrice ou un manipulateur. Et puis, on a honte, alors là, c'est une conséquence de ce qu'on vit avec le manipulateur. Et plus il est pervers, plus on se fait insulter,
plus il y a d'obligations sexuelles qu'on n'apprécie pas et qu'on ne cautionne pas, plus c'est difficile de partager avec ses amis ce que l'on vit dans cette intimité qui est tordue déjà. Donc la honte, elle n'a aucune raison nécessairement de s'évaporer si on ne fait pas une chose. Est-ce que vous savez quoi? En parler? Ouais. Je n'ai pas d'autre choix à vous proposer. En parler. Et de parler de manipulateur, violence psychologique, subir. Enfin, vous voyez, des mots qui vous embêtent généralement. Parce que vous ne voulez pas donner une image de vous, de victime, et qui vous mettent en danger d'être rejeté. Car c'est ça la honte. Contrairement à la culpabilité, la honte, on n'en parle pas parce qu'inconsciemment, on se dit que si on en parle, les gens vont penser qu'on est taré, que ce n'est pas normal qu'on reste. C'est dans l'un de ces séminaires que Myriam, directrice administrative, a pris réellement conscience de l'emprise qu'exerce sur elle son mari. Vous ne verrez pas son visage. Aujourd'hui, elle vient lancer une procédure de divorce auprès d'une avocate spécialiste de la manipulation au sein du couple. Au début, c'était vraiment comme un conte de fées. Mon mari était vraiment était adorable, très très proche de moi, me faisait tout le temps des compliments, tout se passait très bien. Et puis un jour, brutalement, je me rappelle, c'était un soir en vacances, il m'a dit d'un coup, mais tu n'aurais pas pris du poids? Alors je n'ai pas compris sa question. Et effectivement, je lui ai répondu spontanément, j'ai pris 2 kilos. Il m'a dit, ah bah oui, mais ça, c'est pas possible. Moi, je supporte pas les gens. En gros, il faut que tu prennes soin de toi et tu dois faire attention à ce que tu manges, faire des régimes et te maintenir à un poids idéal. Et pendant toute cette histoire, en fait, il s'est focalisé sur un poids standard. Il voulait absolument que je fasse toujours 50 kilos. Alors vous avez des pièces à me remettre d'ores et déjà sur le profil psychologique de monsieur? Sur ses écrits, par exemple? Par exemple, oui. 50 kilos, ce n'est pas un idéal nourri par le mythe du chiffre rond, c'est juste le maximum au-delà duquel s'arrête mon intérêt. C'est une simple question de goût et de couleur. Je n'y peux rien, c'est comme l'ail et les patates à l'eau. Au-delà, je n'aime pas. Il m'avait même acheté une balance électronique et il me l'a sortie le matin pour que je me pèse. D'accord. Donc c'était vraiment son obsession. C'était vous tyranniser dans le contrôle du poids, dans le contrôle de ce que vous mangiez. Oui. Ça avait des répercussions aussi sur la manière dont vous vous habillez. J'ai retrouvé en fait dans ses affaires une liste de vêtements type qu'il voulait m'acheter. Donc il y a les couleurs de sac, les couleurs de chaussures, le type de chaussons, le modèle de bottes, le type de t-shirt, croisé dans le dos, pas croisé dans le dos, les blousons en cuir blanc, le blouson en cuir noir, le maillot de bain, la robe noire, ça va jusqu'à la robe de chambre. J'étais un petit peu comme sa poupée. Ta poupée, son objet. Son objet, voilà, tout à fait. Si par malheur je m'achetais des habits sans lui avoir dit, je les cachais dans l'armoire en fait. Alors, un jour, il m'avait posé sur le lit la tenue idéale, avec un haut, un pantalon, des chaussures, un sac à main, un collier, des bracelets. Et il m'a fait venir dans la chambre, de façon solennelle, et il m'a dit, voilà, ça c'est la tenue idéale. Il faut comme ça que tu t'habilles comme ça. Donc, je veux dire, c'était pas possible. Moi, il m'a vraiment rongé le cerveau. Il m'a complètement enlevé ma personnalité. J'étais terrorisée à chaque fois. Et si vous ne respectiez pas ces conseils C'était des menaces, toujours des menaces. Donc, par exemple, sur le poids, il me disait, si tu maigris pas, j'irai voir ailleurs. D'accord, des menaces ouvertes. Exactement. C'est un processus de destruction lente. J'ai fait 3 dépressions sévères avec hospitalisation. J'étais tellement mal que j'ai fait une tentative de suicide. C'était pour moi la seule solution. Je ne voyais pas du tout d'autre issue. Et quand il l'a su, et voilà, je vais vous poser la question. Comment a-t-il réagi? Il m'a malmené. Il m'a malmené, il m'a moitié insulté, en me traitant de folle. Ce qui est terrible, c'est que ma famille pensait que c'était moi qui étais faible, qui était fragile, et que c'est lui qui était la victime. Ce sera très difficile d'établir que vous avez fait l'objet de violences psychologiques. C'est très rare d'obtenir un jugement qui reconnaisse en fait que votre mari vous a tyrannisé, vous a terrorisé parce que vous aviez 52 kilos au lieu de 50 kilos et que vous ne correspondiez plus à son schéma. Deuxième point, les juges aujourd'hui sont
souvent lassée d'entendre parler de manipulation et de pervers. J'ai entendu aux États généraux droit de la famille l'année dernière un magistrat parisien dire qu'ils n'en pouvaient plus, que les avocats parlent de pervers. C'était à leur sens un terme galvaudé, qu'il fallait plus parler de dysfonctionnement. Et donc aujourd'hui, le système judiciaire fait que de toute façon, on a intérêt à divorcer vite d'un manipulateur et de s'entendre sur le principe de la rupture du mariage. Donc quand on s'entend sur le principe de la rupture du mariage, on ne fait plus état des fautes qu'on reproche à son conjoint. Ce qui veut dire que les nombreuses preuves que Myriam présente aujourd'hui à son avocate ne seront pas prises en compte. D'ailleurs, la loi de 2010 censée protéger les victimes de ces violences sournoises est un échec. À ce jour, rares sont les condamnations. Au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, Marie poursuit son histoire d'emprise. J'ai 2 enfants, tout petits. Et là, c'est le coup d'accélérateur. Tout est contrôlé, y compris le compteur kilométrique, pour savoir si j'ai pris la voiture, où j'ai été, qui j'ai vu, ce que je fais, tout. Je lui dois des comptes sur tout. Je suis sans cesse appelée dans la journée pour savoir ce que je fais et ce que je dois faire. Je dois lui demander la permission. Est-ce que j'ai le droit? Les insultes fusent à longueur de journée. Tu es une incapable, tu as un cerveau, fais-le fonctionner, tu es nulle, et j'en passe. Tout ça, ça se passe bien évidemment dans le huis clos familial. Ça ne se passe pas devant les gens. Car il est important de préciser que cet homme, c'est quelqu'un de bien aux yeux des autres, tout à fait. C'est quelqu'un qui est un excellent comédien, qui fait du théâtre, qui est tout le temps dans la représentation. La violence physique s'installe, je suis moins que rien, je suis isolée et c'est la descente aux enfers. Il s'avère que ma mère est venue passer quelques jours et elle m'a posé une question cruciale. Elle m'a dit « Marie, est-ce que ton mari te frappe ?» Et là, et en témoin, je lui réponds « Maman, s'il avait levé la main une seule fois sur moi, je serais partie sur le champ. » Je la dépose à l'aéroport et je pleure. Au retour, je pleure. Je suis en train de réaliser que je mens à ma mère, je mens à tout le monde. Je suis devenue une experte du mensonge et je me mens à moi-même. Mais à quoi ça rime? Je ne sais plus. Je devais ou partir, ou aller dans un hôpital psychiatrique, ou mourir. J'ai fait mes valises, j'ai pris les enfants, j'ai laissé un mot sur la table et je suis partie. Marie trouve refuge ici, chez sa mère. Je pense que ça a été le déclic. Je lui ai dit, Marie, viens à la maison, la porte est grande ouverte. Et je suis fière de moi, lui avoir donné cette liberté. Pour moi, c'est un malade. C'est un psychopathe. Il est tordu, on ne le reviendra jamais droit. Dans cette véranda ensoleillée, Marie éprouve le besoin d'écrire son histoire dans les moindres détails. Il ne cesse de me le répéter. Sans moi, tu ne peux pas vivre. Et je le crois. Cette fois pourtant, elle ne le croit plus. Elle ne répond à aucune des nombreuses lettres que lui adresse son mari. Je sais que j'ai eu des excès de colère impardonnables. Je sais qu'ils ont fait des dégâts importants. J'en souffre désormais car je ne peux plus les réparer. Le ton est d'abord coupable. J'ai l'impression aujourd'hui d'avoir 2 visages. Celui que je montre à ma femme et à mes enfants, et un autre. J'ai un sentiment profond de culpabilité. Puis séducteur. J'ai compris que j'avais besoin de toi. J'ai compris que je t'aime comme tu es. Je n'ai jamais cherché une autre femme. Je voudrais tout mettre en œuvre pour te reconquérir. Comme la première fois, je serai patient. Quand il comprend que Marie lui échappe, le ton change. J'ai tellement peur de ce que tu es en train de faire. Je sais que j'en suis à l'origine par mes paroles et mes gestes violents. J'espère simplement que tu n'iras pas trop loin. Quand il a compris que je ne répondais pas,
que j'étais peut-être partie définitivement, alors là, il est devenu beaucoup plus dur que ce que je pensais. Et il a fait tout pour me mettre des bâtons dans les roues. Récupérer les enfants, les prendre quand il voulait, les ramener quand il voulait. Et bien sûr, le chantage, la manipulation auprès des enfants. Je suis une mauvaise mère, je maltraite les enfants, je leur mens, je leur monte la tête contre lui. Enfin, tout ça. On va à la foire ? Oui. Aujourd'hui, Frédéric retrouve sa sœur Marie-Anne. C'est elle la première qui lui a parlé d'emprise et de manipulation. Le bébé avait 3 mois et en fait, le biberon était préparé. Lui prenait le biberon et regardait l'enfant hurler. Il regardait ma sœur avec le biberon dans la main et il ne le donnait pas au bébé. Il le laissait hurler pour lui montrer en fait le pouvoir qu'il avait sur elle, sur l'enfant, sur les autres enfants. Et c'était ça au quotidien. Et c'est absolument symbolique. Il est imposant, il domine tout, il contrôle tout. Et elle est toute petite en face et impuissante, quoi. C'est vraiment ça, le rapport de force, le pouvoir, le danger et la peur. La situation a commencé à devenir vraiment anormale pendant toute la période qui a suivi le moment où ils ont finalement acté qu'ils allaient divorcer et où lui s'est mis à avoir un comportement qui m'a paru totalement anormal et surtout vraiment sadique. Tous les jours, il la rabaissait, il lui disait qu'elle, de toute façon, elle était nulle, qu'elle n'arrivait pas à la cheville de sa nouvelle amie. Et tous les jours, c'est des humiliations comme ça, un peu inutiles, puisqu'on se disait, mais s'il avait décidé de partir, il n'avait qu'à partir. C'était avec ma sœur que je me sentais le plus de confiance pour aborder un sujet comme ça. Et je savais qu'elle ne me jugerait pas, donc c'est elle que j'ai appelée. Elle était amorphe, dénuée de toute envie. Enfin, elle n'avait plus envie de rien, plus envie de vivre en fait. J'aurais jamais cru qu'au sein d'un couple qui s'aime par définition, enfin au départ en tout cas, on puisse mettre en place de tels mécanismes pour détruire l'autre. En fait, je ne pensais pas qu'un individu pouvait vouloir la mort intellectuelle, la mort psychique d'un autre être de façon aussi forte. Elle était tellement désespérée qu'elle nous a dit qu'elle avait pensé à se jeter dans le canal. En fait, la seule chose qui l'a retenue, c'est son bébé. Elle ne voulait pas l'abandonner, elle ne voulait pas le laisser. J'aurais jamais pensé que le huis clos pouvait devenir comme une prison et même un cercueil. Au départ, ça ne se voit pas. Et si on n'en a pas eu une expérience préliminaire, ça ne se sent pas. J'ai personnifié le manipulateur d'une façon extrêmement précise et cadrée, structurée, ce qui n'existe pas nulle part ailleurs. La comportementaliste a répertorié des critères révélateurs. Plus vous pointez de critères, plus vous êtes en mesure de détecter un comportement manipulateur. Il menace de façon déguisée et fait du chantage ouvert. Il mise sur l'ignorance des autres et fait croire à sa supériorité. Il ment. Il est égocentrique. Et les 30 caractéristiques, c'est une base indispensable pour pouvoir les déceler, les diagnostiquer. Il en faut 14 sur les 30. Léna a pointé 29 caractéristiques chez son ex-mari. Depuis, elle a obtenu le divorce, mais rencontre encore de sérieux problèmes. Pour l'instant, elle souhaite garder l'anonymat. Il m'a volé ma vie, tous mes rêves. Bon, maintenant, j'ai plus d'illusions, c'est fini. Quand il voyait que je souffrais trop, il venait, il s'asseyait à côté de moi et croisait les jambes. Et puis il me disait, j'aime te voir comme ça. C'est des mots qui blessent, des insultes. Tu es minable, tu es de la racaille, tu es folle. Il faut que tu ailles voir un médecin, tu es dangereuse, Il ne faisait ça que quand on était seul. Et dès qu'on passait le portail de la maison, il me donnait la main. Elle affirme que pendant plus de 20 ans, son ex-mari lui a également fait croire qu'elle était associée de l'entreprise, une situation que Léna paie cher aujourd'hui. Plus tard, j'aurais pas droit de retraite.
Il avait encore calculé ça pour m'asphyxier et donc j'aurais le droit à rien. Il faut que ça s'arrête. Les manipulateurs, les pervers de caractère dont font partie votre mari utilisent la loi à leur fin et l'avantage qu'ils ont souvent sur leurs victimes, c'est qu'ils ont une aisance financière, ils ont de l'argent. Et votre mari en fait partie. J'espère qu'il comprendra que c'est pas lui la loi, que c'est pas lui. Il comprendra rien, n'attendez rien de lui. Il se considère au-dessus des lois. Il essaye d'utiliser la justice à ses fins, et ses fins, effectivement, c'est une asphyxie financière, la destruction de son ex-conjoint parce qu'il n'a pas supporté que vous lui échappiez, tout simplement. Difficile d'échapper à un manipulateur. L'avocate y voit là un piège tendu à Léna par son ex-mari. Plus il fait traîner les choses, plus elle se tue à la tâche. Il devrait rembourser 2 crédits qui courent sur une des maisons. Elle ne le fait pas. Son but, c'est de la mettre vraiment à la rue. Comme madame ne veut pas que le bien soit saisi, c'est elle qui rembourse à sa place. Et pour pouvoir rembourser toutes ces échéances qui sont quand même importantes, elle cumule près de 10 emplois. Elle déménage, ça veut dire qu'elle travaille 19 heures par jour. Ce matin, elle travaillait de 4 heures à 8 heures chez un employeur et on se donnait rendez-vous chez le notaire maintenant. C'est elle. Allô, oui, on n'est pas loin, enfin on est là, mais je cherche une place là. D'accord, donc dès que je trouve une place, on arrive. D'accord ? À tout de suite. Mais enfin, en arriver à cette extrémité, c'est pas fréquent. Hein. Heureusement que ce ne sont pas tous les dossiers qui vont jusque-là. Elle est en face. Hein. Léna ! Bonjour Léna. Bonjour maître. Ça va, oui. Ça va très mal. J'ai foi en mon avocate qui va m'aider à me débarrasser de cet individu qui est un calculateur, qui est quelqu'un qui magouille pour détruire, que son plaisir, c'est détruire. On y va parce que je ne veux pas qu'on prenne de retard. Chez le notaire, l'ex-mari est présent et la réunion est tendue. Ça va aller. On a obtenu le procès-verbal dont on avait besoin. C'est effrayant d'avoir à entendre, d'être obligé d'entendre tellement de mensonges, d'entendre un type, si on peut appeler ça un être humain, qui se pose en victime. Le document qu'on a obtenu aujourd'hui, ça va me permettre d'assigner devant le tribunal pour solliciter le partage judiciaire. La justice est très longue. C'est long. On a perdu 6 mois, au moins 6 mois. Oui. Dans les procès contre des manipulateurs, ils utilisent la justice à leur fin. Et leur fin, c'est quoi dans son cas? C'est effectivement de la détruire. Et comment la détruire? C'est je l'asphyxie financièrement parce que je ne paye rien de ce que l'ordonnance m'a dit de payer. Monsieur a tout fait de façon que la maison soit vendue par la banque et que moi, je devienne SDF. Il savait très bien que son objectif. C'était son objectif. C'était son objectif. J'étais sa chose. Comme j'ai continué à travailler, à lutter pour m'en sortir, il essaie de me détruire autrement. Soit il se sert de moi, soit il me détruit. C'est son objet. Et c'est son objet dans tous les sens du terme. Voilà. Et il n'a pas supporté qu'elle échappe et qu'elle survive, parce que vous survivez. Qu'elle survive et qu'elle arrive à faire face à toutes les échéances auxquelles elle doit faire face. Et je sais. Il était persuadé que vous n'y arriverez pas. Marie aussi a survécu. Elle a obtenu son divorce ici, au palais de justice de Rodez. Une délivrance. Pour moi, je suis libre, ça y est, je suis partie. C'est fini. La justice n'est absolument pas informée de la manipulation, de ce que j'ai vécu pendant toutes ces années. D'ailleurs, lorsque j'ai décidé de divorcer, mon avocat m'a fortement conseillé, pour que la procédure aille plus vite, d'accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine. Une procédure qui a pourtant montré ses limites s'agissant de ses enfants. Mes enfants, en revanche, sont toujours tenus d'aller chez leur père. Ma fille, à un moment donné, ne voulait plus y aller. Et donc, elle a demandé à être entendue par un juge. Et elle a exprimé son souhait de ne plus se rendre chez son père. Sa petite fille a 10 ans lorsqu'elle écrit cette lettre. Madame le juge,
Je souhaitais vous informer que ces vacances, je ne veux pas aller chez mon père, car il me fait peur, il me met la pression. On peut s'attendre à tout avec lui. Il peut nous taper à tout moment. Pour nous faire peur, il peut jeter juste un regard sur nous et nous voici à nouveau à carreau. La dernière fois qu'il a tapé mon frère, c'était quand il avait écrit des murs, comme cela. J'ai aussi des idées noires, suicide, quand je vais chez lui. J'espère de tout cœur que vous ayez compris. Cordialement. La réponse de la juge est claire. Elle veut des preuves. Il faut démontrer l'existence de motifs graves, écrit-elle dans ce courrier. Mes enfants sont extrêmement déçus par la justice, car ils ont l'impression de ne pas avoir été entendus par la justice. Ils se sont fait une raison, je dois y aller, puisque la justice en a décidé comme ça, donc ils y vont. C'est un père dictateur, autoritariste, plus que rigide, je dirais violent. Ça les muselle, ça les empêche de parler, ça les empêche d'être libres. Le pervers va créer volontairement la peur, comme un terroriste va créer la peur. Sous ce mot peur, c'est anxiété, crainte, appréhension, terreur pour ceux qui sont victimes de manipulateurs pervers de caractère. Angoisse, parce qu'il peut y avoir l'angoisse de mort. C'est morbide d'être avec un manipulateur. La peur, et les enfants de Frédéric l'évoquent aussi. Les enfants ont écrit au juge en demandant à être entendus. Surtout ma fille aînée qui a 10 ans maintenant attend ça vraiment avec impatience parce qu'elle souffre beaucoup. Sa souffrance, l'enfant l'a confiée à son ancienne nourrice qui témoigne aujourd'hui. Sa petite fille m'a raconté qu'elle souhaitait avoir de l'intimité dans la salle de bain et donc s'enfermer à clé. Son père ouvrait la porte avec un outil pour entrer dans la pièce et estimait que tout le monde pouvait y entrer. Ce petit manège a cessé lorsqu'elle a menacé de tout raconter au juge. Il n'a jamais été violent physiquement, par contre il est capable d'être très violent psychologiquement. Une violence psychologique qui apparaît clairement dans cet autre témoignage. Depuis qu'elle sait qu'elle va être écoutée par le juge, je la trouve soulagée, plus sereine. Mais elle m'a dit avoir très peur des conséquences. Son père la menaçant. Si tu parles et si tu prends un avocat, tu vas voir ce qui va t'arriver. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est de faire un enfant avec un manipulateur. C'est un moyen de pression. Il ou elle n'aime pas les enfants. Ses enfants, même ses enfants. Aujourd'hui, la petite fille de Frédéric est entendue par la justice. J'ai extrêmement peur de ce qu'il a pu lui dire et de ce qu'elle va pouvoir dire aujourd'hui. Du coup, est-ce qu'elle va oser raconter sa vie? Est-ce qu'elle va oser dire la vérité? Sachant qu'après, elle rentre chez lui, elle est à sa merci jusqu'à vendredi. Ça tombe super mal, la date d'audience. C'est fixé de manière complètement aléatoire et c'est pas du tout pensé. C'est pas un truc où on se dit qu'est-ce que l'enfant veut, où il va se trouver au moment où il va parler. Est-ce qu'il est en état de parler de manière complètement sereine, tranquille, sans aucune libre, sans aucune pression. C'est horrible de faire ça à un enfant, quoi. Et là, c'est vraiment toute seule face à ce qu'il est capable de faire. Je sais même pas dans quel état d'esprit elle peut être, quoi. D'un autre côté, elle a l'air tellement soulagée d'être d'avoir enfin l'occasion de dire quelque chose et peut-être que ça marche, quoi. Elle met tellement d'espoir, moi j'ai très peur que ça marche pas. Je ne crois pas du tout en la justice. Je ne crois pas du tout et j'ai même encore plus peur d'elle que de mon ex-mari. La petite fille de Frédéric évoquera les menaces de son père à la justice, mais au final, le rapport d'audience n'en fera pas état pour protéger l'enfant, précisera-t-il. À Paris, la comportementaliste reçoit Léo, 8 ans. Ça va, je vous remercie. Aujourd'hui, je voudrais savoir comment est-ce que tu vis la séparation de ta mère et de ton père, sachant que ta mère était une personne très très difficile à vivre. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens différent que quand tu étais venue il y a un an? Oui, je me sens très différent. Je me sens plus libre. Quelles étaient les limites et les règles que ta mère te mettait? Il mettait que si je faisais une petite bêtise, juste sans faire exprès, par exemple, renverser mon verre d'eau, sans faire exprès,
il me tapait. Seulement quand mon père n'était pas là. Ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que tu arrivais à le dire à ton père ou tu cachais ça à ton père? J'arrivais à le dire à mon père. Le soir même? Non. Non, j'attendais un petit peu. Il a osé lui en parler à elle? Tu te souviens? Oui, oui. Elle n'était pas très contente. Ça servait à rien, quoi. À chaque fois que mon père était parti au travail. Ouais. Et maintenant, ça m'arrive plus. Ouais. Est-ce qu'elle surveille tes devoirs, en fait? Elle fait exprès de se tromper. Ou elle fait exprès de se tromper, ou elle fait exprès de te trouver une faute alors que t'en fais pas? Ah oui, c'est ça. Elle fait ça pour qu'après j'ai des mauvaises notes. Elle fait ça juste pour que j'ai... sur mon livret, je te redouble. Ou un truc comme ça. Ça, c'est toi que tu le penses vraiment? Oui, je pense vraiment ça. Autrement, tu penses qu'elle te sabote, en fait? Oui, c'est ça. C'est possible. Est-ce qu'à l'époque, tu t'es dit, c'est pas normal? Oui, je me suis dit que c'était pas normal qu'elle me fait faire des fautes. Et qu'à l'école, j'arrive, la maîtresse me corrige et je regarde plein de fautes. Comment tu te sentais? Je me sentais un petit peu nulle. Est-ce que tu as compris, avec tes mots à toi, avec ta réflexion à toi, ce que c'était que la manipulation? Oui, ça veut dire mentir aux gens. Et elle fait croire qu'elle est très gentille. T'es heureux ou malheureux de leur séparation? Heureux. Le papa de Léo, le voici. Jean-Jacques est l'un des rares hommes manipulés à accepter de témoigner. Ah, j'ai mis quand même 7 ans à me rendre compte de ça. Donc c'est quand même assez long. Le déclic, c'est que mon fils m'a commencé à me dire qu'il va falloir, avec maman, ça va pas. Elle prenait souvent des cachets qu'elle avalait, et puis moi j'appelais les urgences pour l'envoyer à l'hôpital. Et un jour, mon fils m'a fait voir que tous les cachets, elle les avait crachés dans la poubelle. Donc à chaque fois qu'elle allait aux urgences, en fait, les médecins disaient « bon, elle n'a pas l'air d'avoir pris beaucoup de barbiturique ». Et il s'est avéré que c'est vrai que en fait, c'était des fausses tentatives, juste pour pas avoir les enfants à se garder le week-end là. Ou... C'est vrai que c'est des personnalités assez narcissiques qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Une fois, elle avait même fait une tentative de suicide pour un anniversaire. Une fausse tentative, elle a dit qu'elle allait sauter par-dessus la terrasse, alors que la terrasse, elle fait que 1,50 m de haut. Donc, il y a plein de copains que j'avais, ou des copines qui ont disparu de la circulation. Je ne sais pas pourquoi, je les appelais, ils ne me répondaient plus. Ces motivations, je pense que c'est m'isoler, quoi. De ne plus avoir de copains, de ne plus avoir de repères, et avec un objectif qu'elle soit entretenue par moi et qu'elle ne s'occupe même pas de ses enfants. C'est vrai que ça fout un coup au moral, parce qu'après, on se dit... donc même l'amour n'est pas authentique. Donc tout est faux, dès le début. Ouais. Que ça soit même faux avec ses enfants, on se dit, pour une mère, en plus, on se dit, comment ça peut exister? Jean-Jacques a demandé le divorce. Il est l'un des rares hommes à avoir franchi le seuil du cabinet de l'avocate Karine Dupont-Reiner. Peu de femmes manipulatrices, mais il y en a quand même. La vôtre, elle est quand même assez gratinée, puisqu'elle aurait 29 caractéristiques. Et elle a été décrite par les voisins de manière assez éloquente. Madame est une personne qui souffre d'un manque d'équilibre certain, qui tout à coup peut se montrer très agressive et violente envers son entourage. Pendant les premiers temps où je l'ai fréquentée, j'ai vraiment pensé qu'elle était dépressive. Mais après, je me suis rendu compte que tout n'était que comédie et mensonge. C'est que cette attestation nous a énormément aidés. On voit bien le caractère de madame qui est un double visage. Oui, elle a toujours refusé de travailler parce qu'en fait, elle a trouvé en quelque sorte la bonne poire pour travailler à sa place. Hein. Oui, c'est vrai. Les enfants, comment ça se passe aujourd'hui depuis que leur mère n'est plus à la maison? Mon fils aîné, ça arrive quand même que, comme il a vu plein de... Il a été victime. Il a vu plein d'insultes, témoins d'insultes et tout ça pendant pas mal de temps. Donc ça peut arriver quand même que des fois, il peut même m'insulter. Maintenant, l'essentiel est quand même sauvegardé. Dès lors que la résidence des enfants est fixée chez vous, qu'elle n'a plus de possibilité d'exercer sa nocivité en fait, sur les enfants. Les enfants sont plus sous son emprise. Pour les enfants de Marie, cela se passe plutôt mal. Depuis 15 jours environ, ma fille ne se sent pas bien. Elle a des crises d'angoisse qui se terminent par donc des malaises. Et plus les vacances approchent, plus son état s'aggrave. Ce soir, on l'hospitalise, elle est sous antidépresseurs, c'est grave. Maintenant, c'est le corps qui parle.
Elle ne veut pas aller chez son père. Il y a 3 ans, ma fille a vu un juge. Elle a parlé devant le juge. Elle a dit ce qu'elle vivait auprès de son père. Ma fille n'a pas souhaité que ses propos soient rapportés à son père. Le dossier s'est arrêté là. Il a été décidé que les enfants continueraient à aller voir leur père normalement. Depuis 3 ans, c'est le mutisme complet devant son père. C'est la fuite. Elle ne peut pas l'affronter et mon fils non plus. En toute impunité, il agit. Il continue à manipuler les enfants, à les terroriser. Il les manipule comment? Par la peur. Son objectif, c'est que les enfants ne parlent pas. C'est d'avoir les enfants sous son contrôle le plus total. Donc je vais chercher des attestations parce que la justice demande des faits. La parole des enfants ne suffit pas. Donc je vais voir le principal aujourd'hui. Bonjour madame. Le rendez-vous avec le principal du collège va durer 1h30. Alors, le principal se renseigne pour savoir ce qu'il peut faire. En attendant, il n'y a pas d'attestation possible. Personne n'ose se mouiller, me donner des attestations comme quoi mes enfants vont mal. Aujourd'hui, je me bats contre des moulins à vent. Et j'entends un discours, vous comprenez, un enfant a besoin d'un papa pour se structurer. Alors là, on me dit ça. Un autre organisme, on va me dire, saisissez directement le juge. Oui. Mon avocate va me dire, oui, mais saisir le juge, mais avec quels éléments probants? Où avez-vous les attestations? À 11 ans, le petit garçon de Marie parle rarement de son père. Dès demain, comme la justice l'a décidé, il partira chez lui, passer ses vacances scolaires. Il ira seul. Sa mère va chercher sa sœur de 13 ans pour la conduire à l'hôpital. Désolée, je vous appelle maintenant, mais j'arrive là. J'avais un rendez-vous à 17h et je viens de la récupérer au collège. J'attendais parce qu'elle était vraiment mal. Donc c'est l'infirmière et la CPE qui l'ont descendue. Donc j'ai dû attendre ma démarche et c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard. Pendant tout le trajet, sa fille ne dira pas un mot. Le non-dit alimente la manipulation, conforte la manipulation, assoit la manipulation. Il faut parler. De toute façon, ton père ne peut pas venir te chercher. En région parisienne, les enfants de Jean-Jacques, eux, sont désormais hors de danger. Aujourd'hui, dans le cadre d'une visite médiatisée avec les enfants qui a été mise en place par le juge, donc j'envoie mes enfants dans un centre social pour qu'ils soient en présence de personnes tierces, pour qu'il n'y ait ni de violence physique ni de violence morale. Ils sont protégés et ils peuvent voir leur maman dans un cadre très protégé. Là, maintenant, il peut plus rien faire puisqu'il y a des gens qui s'en occupent. C'était pas évident du tout, hein. Il a fallu se battre parce que dans les jugements, c'est très très dur d'avoir ce genre de résultats. Je n'ai plus de contact vraiment avec la maman que ponctuel. Ce matin, j'étais à l'école avec les enfants. Elle m'a encore traité de connard, une fois de plus. Mon père n'est pas ce qu'elle dit. Donc ça te dérange quand même? Oui, ça me dérange. Ça montre bien que c'est toujours d'actualité et que le moindre contact que j'ai avec elle, il y a toujours des insultes, y compris avec ses enfants, s'ils étaient tout seuls avec elle. Il m'a traité de sale gosse. À quelques kilomètres de là, Léna tente toujours de sauver son toit. Quand la maison m'a été attribuée, moi j'ai changé les serrures et lui, monsieur a été chercher un serrurier, il a défoncé la porte, il a pénétré dans la maison, il a embarqué tout. Il m'a enlevé tous les meubles, il a enlevé le chauffage central, il a enlevé les radiateurs, il a tout emporté, même le balai, le seau, les chiffons. Il m'a laissé juste mon lit parce qu'il était caché chez ma voisine. Quand on se voit traqué comme ça, comme traqué par lui, et la justice le permet, on a envie que tout s'arrête. On a envie de se débarrasser de tout ça et de soi-même. Et ça, c'est ce qu'il veut, lui.
L'avocate de Léna a sollicité une audience exceptionnelle. Aujourd'hui, elle espère mettre un terme à cette affaire. Ouais. Tu es pas en retard, je suis désolée. Non, mais ça va aller. Ça va. Bon. Monsieur est là. Il sollicite la désignation d'un notaire avec un expert pour faire encore une estimation des biens immobiliers, alors qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. Il fait traîner les choses, qui est très fréquent chez les manipulateurs. Lui, il est très procédurier parce qu'il a les moyens de financer. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous arrivez à me libérer de lui, vous, les forces du bien, urgence. Comptez plus sur moi, hein, je peux pas dire. On considère que la situation est simple, les droits de madame sont incontestables et il y a suffisamment de biens pour les partager. À la sortie de l'audience, Léna est bouleversée. Elle est insupportable. Si je pourrais crier et que mon cri enveloppe la terre, je dirais à tous les juges, faites gaffe, ils mentent trop bien, sans aucun scrupule. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire passer l'information. En tout cas, il y a des éléments, il y a suffisamment d'éléments dans ce dossier pour montrer qu'il se fait passer pour une victime, il se fait passer pour quelqu'un qui gagne pas bien sa vie et qui va percevoir une misérable retraite. En attendant, il s'est distribué 80 000 € de dividendes en 2012. Il a un chiffre d'affaires qui augmente sans arrêt de 10-15% par an avec un bénéfice, curieusement, qui diminue. Donc, et ce qui a été déjà relevé par les précédents juges, c'est que des magouilles. Aller leur expliquer que monsieur est manipulateur, c'est très compliqué. L'objectif, c'est de faire du mal? Oui, bien sûr. L'objet, c'est de la mettre à la rue, c'est évident. C'est de De la détruire, l'asphyxier financièrement, qu'elle revienne limite le voir en disant accepte, reprends-moi, hein, c'est ça. Hein. À la limite, c'est ça, hein, qu'elle revienne, qu'elle le supplie de la reprendre. Ce serait ça. Là, il serait dans une espèce d'apothéose. Quoi qu'il arrive, moi, je ne regrette pas d'avoir demandé le divorce. Parce que je préfère mourir à travailler pour payer un crédit que mourir sournoisement entre les mains d'un monstre. C'est un monstre. On va y arriver. On a tous les éléments. Des éléments, le tribunal va pourtant en demander encore. Il a ordonné une nouvelle expertise à la demande de l'ex-mari. C'est pas possible. Il sait très bien qu'actuellement, je suis comme un animal au bord de la route tordu de douleur, quoi. Il la justice passe, il me donne encore un coup. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un arrêt à cette impunité, que la justice se dise à ce monstre, c'est pas ça. Il faut que tu respectes la loi et les gens. Et lui ne respecte pas la loi. Il s'en fout de la loi. Tous les jugements, ils s'en moquent. Et les gens qui détiennent la loi ne vont pas au fond des dossiers pour voir ça. Comment c'est possible que ça passe inaperçu? C'est pas que moi qui il se moque de moi, ok, mais il se moque de la justice. Et moi, c'est la seule chose que j'ai, c'est la justice. C'est la seule chose qu'on a, nous, c'est la justice. À Rodez, Marie a toujours du mal à convaincre. C'est terrible. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Écoutez mes enfants, est-ce que c'est beau ce qu'ils disent? Est-ce que c'est supportable pour une mère? Sa fille est encore en proie à des malaises. C'est occulte, c'est souterrain, mais c'est de la manipulation de haut vol. Aujourd'hui, Marie se sent bien seule. Ce matin, à Lille, l'avocate a rendez-vous avec Frédéric pour une nouvelle audience. Cette fois, elle va demander la suppression de la garde alternée pour sa petite fille qui a dénoncé les menaces de son père. Si, je suis stressée. J'ai eu du mal à dormir. Sa stratégie, c'est de dire elle ment. En fait, elle est dans un conflit de loyauté. Elle ment autant à son père qu'à sa mère. Et elle a peur de décevoir sa mère, donc elle en vient à dire ça. Quand j'ai compris ce qui se passait pour moi, j'aurais jamais cru qu'il le ferait sur les enfants. Et maintenant je me dis qu'il n'y a plus de limite. Ma fille aînée, tout ce qu'elle me raconte, c'est exactement de la manipulation. C'est papa me dit de dire ce qu'il veut que je dise. Et il m'a fait passer un pacte et il m'a fait jurer sur ma tête. Ça, pour moi, c'est épouvantable. Bon, c'est l'heure. Sans ressenti. À la sortie de l'audience, Frédéric a une fois de plus le sentiment de ne pas avoir été entendu par la justice.
tout est tourné à son avantage. Monsieur, c'est un père formidable qui a reconstruit sa vie, qui offre aux enfants un cadre idyllique, une famille recomposée comme on n'en fait plus. Mais moi, je suis aigrie et je veux pas que mes enfants soient heureux là-dedans et je supporte pas qu'ils soient heureux là-dedans. Enfin, mais je me dis en même temps, quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui ne sait pas du tout ce qu'on a pu vivre, est-ce qu'il peut croire ça? Et peut-être bien que oui. Là, il utilise les enfants. Moi, ce qui me fait peur, c'est ce que le juge va croire ou pas croire. Frédéric a raison d'avoir peur. La justice va estimer qu'il y a de sa part une escalade des allégations à l'égard du père. La justice ne va pas non plus faire état de la souffrance psychologique évoquée par sa petite fille, faute de précision, écrira-t-elle. Elle ne tiendra pas davantage compte des nombreuses attestations recueillies par l'avocate. Mais alors, comment prouver l'emprise, la manipulation? Comment démontrer à la justice les comportements destructeurs? En France, tous les spécialistes du comportement sont d'accord sur un point. La perversité est une pathologie grave aux conséquences destructrices. À la justice désormais de la prendre en considération et de trouver les moyens de la condamner. Tu te retrouves dans des paysages que tu t'imagines pas, où les gens sont encore surpris de nous voir. Oh, je suis en train de kiffer. C'est superbe. C'est comme dans un rêve ici. Notre rêve, c'est d'aller rencontrer un ours dans les Pyrénées. Il y a vraiment des gens dingues.